sommes-nous tous devenus des marionnettes de l'intelligence artificielle? Il y a quelques mois, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit une jeune fille qui est en train de se séparer de son petit copain. Les copains, tout inquiets, tout paniqués, lui posent la question « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu te séparer de moi ?» À quoi la jeune fille lui répond « C'est ChatGPT qui m'a dit de le faire. » Moi-même, une chose rigolote m'est arrivée il y a quelques temps. J'étais en déplacement à l'étranger et j'avais mon dimanche après-midi pour moi. Alors, par paresse ou manque de temps, je pose la question à Claude, à notre modèle de l'IA, quoi faire de mon après-midi? Alors Claude me répond, tu peux faire une promenade. Il y a un parc, super parc, pas très loin de ton hôtel. Vas-y, prends métro, ligne 4, sors un tel arrêt, et tout de suite à gauche, tu verras ton parc. Je fais comme instruit, je prends le métro, je sors, je regarde à gauche, une autoroute. Des voitures partout, aucun signe d'un parc. Je regarde l'application, le parc est à 3 km. Mais l'IA ne fait pas toujours des erreurs, n'est-ce pas? La plupart du temps, ça marche bien, ou bien autrement, on ne l'utiliserait pas autant. 2,5 milliards, c'était le nombre de messages, autrement dit des prompts, envoyés à ChatGPT par jour en été 2025. Cela revient à 29 000 messages par seconde. Et puis, connaissez-vous les 3 catégories les plus populaires dans nos demandes à ChatGPT? En premier lieu, ce sont les demandes des conseils pratiques. On veut être guidé dans nos tâches, dans nos décisions. On demande comment faire. Comment faire pour des tâches toutes petites, toutes insignifiantes, mais aussi pour des tâches importantes. On demande comment faire pour nos tâches personnelles, pour nos décisions personnelles et puis pour nos décisions professionnelles. On veut être guidé dans nos décisions. En deuxième lieu, ce sont des demandes des informations factuelles et en troisième lieu, on demande correction de texte et rédaction de texte. Alors, qui a utilisé l'IA aujourd'hui? Cette semaine? Mais qui est-ce que, parmi vous, sait d'où provient les réponses que vous avez obtenues à partir de l'IA? En fait, même les ingénieurs ne savent pas exactement les cheminements, en tout cas internes, qui est responsable d'une entrée vers une réponse qu'on obtient. L'algorithme, autrement dit, reste opaque. En fait, ce sont des systèmes de réseaux neuronaux profonds, issus de l'apprentissage profond, et même les ingénieurs, les créateurs de systèmes, ne sont pas exactement en mesure de retracer l'algorithme responsable pour une réponse donnée. Autrement dit, ce sont des systèmes opaques, y compris pour leurs créateurs. Mais au-delà de ces questions de l'opacité et même de fiabilité dans une certaine mesure, il y a une autre question qui m'interroge. En tant que chercheur et professeur de philosophie, c'est cette question plus fondamentale qui m'inquiète, qui m'interroge. Dans quelle mesure gardons-nous notre autonomie véritable lorsque nous déléguons la délibération, la réflexion, la prise de décision même à des systèmes de l'intelligence artificielle? Sommes-nous encore les acteurs véritables de nos vies? Gardons-nous encore cette agentivité propre? Sommes-nous donc les agents, la source ultime de c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on pense? Dans un texte célèbre, publié en 1784, Emmanuel Kant, le philosophe des Lumières, probablement le plus connu, écrivait: les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité, où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Sans être dirigé par un autre.
lorsque nous déléguons autant de tâches cognitives à un système de l'intelligence artificielle, ne nous sommes pas un peu dirigés par un autre? Cette autonomie véritable est intimement liée aussi à l'exercice de l'esprit critique. Et sur ces plans, les nouvelles qu'on commence à voir sont plutôt décourageantes. En fait, certaines études semblent montrer qu'un exercice important de l'intelligence artificielle peut impacter notre usage de l'esprit critique. Par exemple, une étude récente menée par des chercheurs à MIT comparait les étudiants qui avaient droit tout au long de la session d'utiliser l'intelligence artificielle dans la production de leurs essais. Et donc on comparait ces étudiants à un groupe d'étudiants qui n'avaient pas un tel droit. Et on observait chez ces étudiants qui utilisaient l'IA une diminution de l'activité cérébrale. On observait aussi une plus grande difficulté à se souvenir de ce qu'on écrivait dans les essais. Alors on commence à parler d'une dette cognitive. C'est-à-dire que les étudiants qui utilisaient l'IA dans la production de leurs textes tout au long de l'année, ils avaient de moins bons résultats lorsqu'ils devaient écrire par eux-mêmes, comparé à des étudiants qui travaillaient tout au long de l'année par eux-mêmes. Mais alors, quoi faire? Faut-il interdire l'IA? Faut-il tout arrêter? Faut-il, pour reprendre une expression québécoise, jeter les bébés avec l'eau du bain? Vous savez, l'humanité, on n'a pas forcément un historique, un superbe historique en ce qui concerne l'accueil de nouvelles technologies. Socrate lui-même, vous savez, était plutôt sceptique concernant l'usage de l'écriture. Il pensait que ça va affecter notre capacité de se souvenir des choses. L'époque moderne, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et la presse n'était pas forcément accueillie de manière bienveillante par tout le monde. On craignait une diminution de l'autorité, destruction des savoirs. Plus récemment, il y avait des personnes qui manifestaient contre l'usage de la calculatrice à l'école. Plus récemment encore, l'arrivée d'Internet était pour beaucoup l'apocalypse, la destruction du lien social, les chaos total, la fin des connaissances. Mais on a su s'adapter. On a su tirer les bons du mauvais. On a su, en tout cas, dans une certaine mesure, garder notre esprit critique. Alors, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise est que c'est sûr qu'il n'y a pas de méthode miraculeuse pour garder l'esprit critique. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur. Ce n'est pas comme une pilule qu'on pourrait acheter pour garder notre esprit critique en forme. Non, parce que ça nous engage chacun et chacune personnellement. Ce sont nos décisions, ce sont nos délibérations qui sont en jeu là. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que, oui, c'est accessible dans une certaine mesure à chacun et chacune. On peut tous exercer cet esprit critique. Alors, je voudrais vous proposer aujourd'hui 3 pistes pour aller dans le sens de l'exercice de l'esprit critique à l'âge de l'IA. Je prétends aucunement que ce sont des pistes exhaustives ou complètes. D'autres pistes existent certainement, comme par exemple, je ne sais pas, les études de philosophie peut-être, ou de sciences humaines en général. Mais voici 3 pistes accessibles à chacun et chacune sur la base quotidienne. Premièrement, la vérification des réponses qu'on obtient. C'est tout bête, mais prenons pas ces réponses de l'IA, pour reprendre une autre expression québécoise, pour du cash. Surtout pour des questions importantes. Vous savez, lorsqu'une étude scientifique ne peut pas être reproduite par un autre laboratoire, lorsqu'on n'obtient pas des résultats similaires, on peut commencer à s'en douter de la validité de l'étude. Alors, lorsqu'on n'obtient pas des réponses similaires par d'autres moyens, lorsqu'on utilise l'IA, on peut aussi commencer à s'en douter de la validité de ces réponses. Vous savez aussi, sur les interfaces de l'IA, il y a une petite notice tout en bas, en tout petit caractère. L'IA fait des erreurs. Pour des questions importantes, vérifiez les réponses. Alors faisons-le, vérifions. Deuxième piste, la prise de conscience que des biais existent. Les biais cognitifs chez nous, mais aussi des biais dans le système de l'IA. Un biais, par exemple, bien étudié par les psychologues, c'est le biais de confirmation. On a une tendance naturelle d'accepter beaucoup plus facilement
des informations qui semblent confirmer ce qu'on croit au préalable. Par exemple, imaginez que je crois que je suis un génie, que je suis meilleur de tous, la sagesse incarnée. Alors évidemment que je vais avoir une tendance d'accepter beaucoup plus facilement des compliments, des points positifs, des remarques positives que des remarques négatives ou des remarques neutres. Parce que je crois déjà au préalable que je suis le meilleur de tous. Et dans le système de l'IA aussi, on observe un certain nombre de biais. Par exemple, il y a certains modèles qui ont une tendance à la flatterie. Ils vont nous flatter, ils vont dire « bah oui, t'as raison, bah oui, l'autre il a tort, bah oui, ton idée est géniale, vas-y, continue, tu peux le faire ». Alors arrêtons-nous juste un instant lorsque nous utilisons l'IA dans nos délibérations et posons-nous cette question, est-ce que ma tendance d'accepter, ma volonté d'accepter la réponse que j'obtiens lorsque je délibère avec l'IA, est-ce que cette tendance ne provient pas d'un biais, un biais de chez moi ou un biais de flatterie dans le modèle? Posons-nous cette question. Prenons une minute. Vous savez, les biais cognitifs, c'est un peu comme les angles morts lorsqu'on conduit. Il y a toute une région dans notre champ visuel qu'on ne voit juste pas si on ne tourne pas la tête. C'est pareil pour les biais cognitifs. Il suffit juste de poser la question, tourner la tête antérieure pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans qui provient de nos biais cognitifs. Troisième piste, le changement de perspective. C'est aussi un point que j'essaie de transmettre à mes étudiants dans mes cours, c'est lorsqu'on arrive à une conclusion ou à une décision par un raisonnement. Posons-nous encore une question. Posons-nous la question de savoir serait quoi l'objection à mon point de vue. Changeons-nous la perspective. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui ne partage pas forcément notre point de vue. Prenons-nous la place d'un adversaire imaginaire. Ce serait quoi son objection? Ce serait quoi la faiblesse qu'il pourrait voir dans notre raisonnement? Il nous dirait quoi? Ce serait quoi son objection? Parfois, ces genres d'exercices, de changement de perspective, lorsqu'on est certain de notre point de vue, juste le fait de se poser, c'est prendre la position de quelqu'un qui ne partage pas notre point de vue, ça nous permet de voir des possibilités qui nous restaient cachées auparavant. Et ça nous permet d'arriver à des meilleures décisions, à des décisions optimales. Alors appliquons ça aussi dans le cas de nos décisions, notre délibération avec l'IA. Lorsqu'on arrive à une décision, prenons le temps de poser la question, mais ce serait quoi la pire chose qui pourrait arriver si je poursuis dans cette ligne-là? C'est quoi l'objection à ce qu'on me suggère l'IA? Et pourquoi pas se servir de l'IA dans ce sens-là? Une idée serait, par exemple, de commencer systématiquement à réfléchir par nous-mêmes, arriver par nous-mêmes à une réponse à une question, et ensuite demander à notre modèle de l'IA de nous poser des questions, de nous challenger, de nous mettre la pression, de nous donner des objections. Ça nous permettrait peut-être d'ouvrir des possibilités. En tout cas, ce sont 3 pistes. Je ne prétends pas que ce sont des pistes exhaustives. Et peut-être que vous vous dites vous-même, un tel ou tel point ne marche pas vraiment. Il y a d'autres points qui seraient bien meilleurs. C'est parfait. Venez me voir après la conférence. Discutons. Et en fait, on va déjà exercer de cette manière notre esprit critique. Et ma mission ici serait accomplie. Et on sera un peu moins les marionnettes et un peu plus les acteurs véritables de nos décisions, de nos délibérations et de nos vies. Merci beaucoup.